Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Le chef de l'État, Patrice Talon, rencontre ce jour les groupes parlementaires, à savoir les démocrates, l'Union progressiste, le Renouveau et le bloc républicain. Au menu des échanges, l'idée d'une révision de la Constitution domine les esprits. Que pensent les autres acteurs politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale? On va le savoir dans un instant. Ensuite, le programme Église Vête a réuni autour d'une table ronde les membres du corps diplomatique et consulaire, des représentants des organisations internationales près la République du Bénin. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des ambitions et les principales actions stratégiques du programme Église Vête. Ensuite, ils se souviennent encore de ce drame qui a coûté la vie à plus de 30 personnes à Sémé-Craqué le samedi 23 septembre 2023. Pour implorer la bonté divine, les commerçants du secteur du Paillon ont initié une messe d'action de grâce à leur intention sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'actualité du moment. Le chef de l'État, Patrice Talon, rencontre ce jour les groupes parlementaires, à savoir les démocrates, l'Union progressiste, le Renouveau et le bloc républicain. Au menu des échanges, certainement l'idée d'une révision de la Constitution qui domine déjà les esprits. Reçu sur l'émission Actu Matin de ce 22 janvier, un membre du parti Nouvelle Force Nationale s'est prononcé sur cette démarche de Patrice Talon. Suivant Apollinaire Avoyon, membre du parti Nouvelle Force Nationale. Vous savez, leur démarche, c'est un peu naturel, c'est un peu justifié. Comment? Non, je vous explique. Le président Talon a besoin d'un seul député des démocrates pour enclencher le processus de révision de la Constitution. Donc, il aura besoin de 7 députés pour réviser la Constitution. Et quand nous savons comment les gens ont été élus, de quoi ils sont capables depuis 2019, on est en droit de se dire, attendons, laissez les jeux ouverts. Pas confiance aux députés. Non, personne, vous savez, c'est des humains. Vous savez, imaginez, vous êtes député aujourd'hui, un parent de vous proche vous voit, vous voulez député, je ne savais pas, merci, pourquoi pas. Non, des parents vous viennent vous voir très tôt le matin pour dire, non pas d'avant, mais c'est toi qui veux résister. Vous savez, on sait comment ça se passe. On ne commence pas à travailler à travers la famille. On travaille comme tête. Attention, on a vu Ata Ouenro dans ce pays, quand il a voulu résister, tout ce qui lui est arrivé. Et donc, du coup, ces députés, 7 ou 8 députés de la mouvance, on sait bien, on voit les mais c'est des chantages qui ne peuvent pas marcher. On sait que le régime est vers sa fin et qu'il n'a pas toutes les manettes en main encore pour jouer comme il a joué. Si le régime est en fin, pourquoi réviser la Constitution? Si je dois paraphraser le procès de Gbero, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la légitimité pour pouvoir engager ce processus-là. Et sur cette rencontre qui se tient du côté du palais de la Marina, Franck Arnaud, vous êtes en train de faire le tour de quelques chapelles politiques. Vous êtes en ce moment au siège du parti MPL. Bonjour Franck Arnaud. Bonjour Eric. Alors au siège du parti MPL, est-ce qu'on est plutôt déçu de n'avoir pas été invité à cette rencontre? Allez, nous avons ce matin fait un tour dans la ville pour rencontrer les acteurs politiques qui suivent certainement de près ces concertations au niveau du palais de la Marina à Cotonou. Et il faut vous dire que tous n'étaient pas à le siège quand nous avons fait le tour. Nous avons passé également des coups de fil, difficiles d'avoir certains. Mais au siège du Mouvement populaire de libération, MPL, nous avons pu retrouver le président Expérience Québec qui suit certainement par ses canaux les informations au niveau du palais de la Marina. Nous l'avons interrogé, nous avons échangé avec lui, nous a confié, il s'est confié à nous. Pour lui, il attend bien entendu les résultats de ces concertations pour mieux opiner sur la question. Mais déjà, pour suivre votre question, s'il est déçu, je pense que je vais le laisser lui-même vous le dire de vive voix, ce qu'il nous a confié quand nous avons échangé avec lui en partie avant votre appel. Expérience Québec, bonjour. Oui, bonjour. Allez, vous êtes également concerné par cette rencontre, même si vous n'êtes pas en ce moment au palais de la présidence de la République. Éric Guédelon veut savoir si vous êtes déçu de n'être pas invité à la Marina pour discuter des questions pour lesquelles le chef de l'État a invité les groupes parlementaires. Non, pas de déception.
pas de déception. C'est le chef de l'État qui a initié la rencontre, établi un ordre du jour et sait de qui il a besoin. Sauf que si les sujets qui font objet de supputation en ce moment, si c'est ces sujets qui sont appelés à l'ordre du jour, notamment la révision du code électoral qui impliquera certainement la révision de la Constitution, je pense que le cadre de discussion sera élargi et les députés de l'opposition, à savoir les députés du Parti Les Démocrates qui sont là-bas, ne manqueront pas de le faire savoir au chef de l'État que si c'est ces questions-là, le cadre sera élargi aux autres forces politiques, à toutes les forces politiques, notamment, et au-delà, la société civile et les autres composantes de la nation, parce que, comme vous le constatez déjà, vous voyez combien la question agite l'opinion et la frénésie dans laquelle le peuple se met lorsque on parle de retoucher ces lois-là en ce moment. Alors, donc, forcément, le cadre de discussion sera élargi plus tard. Alors, sur ces deux sujets, dites-nous, quelle est la position exacte du MPL par rapport aux retouches qui doivent être faites au code électoral et à l'éventualité d'une révision de la Constitution? D'abord, c'est au niveau du code électoral. Il est apparu aujourd'hui évident que certaines dispositions, notamment au niveau du parrainage, posent problème et qu'il faut rétablir l'égalité. Et ça, la Cour constitutionnelle a donné injonction. Alors, à partir de ce moment, une discussion doit s'engager au-delà des députés à l'Assemblée nationale pour que, pour de bon, la question soit réglée au niveau de toutes les forces politiques, des partis politiques qui existent, la société civile et les autres composantes également de la nation, pour que nous puissions nous entendre une fois pour toutes sur ce code électoral-là, au lieu de le réviser comme nous l'avons vu en 2019, à quelques mois des élections et après, parfois même pendant l'élection en 2020. Donc, ça nécessitera certainement une retouche qui appellera tout le monde. Maintenant, au niveau, quant à la Constitution, c'est une autre paire de manches sur laquelle nous ne voulons pas nous aventurer parce que rien n'appelle encore la retouche de cette Constitution, en tout cas de façon technique. Vous prêtez bonne foi au chef de l'État sur le sujet? Non, je pense que sur cette question, nous l'avons dit répété. Il nous a déjà dit qu'il est exclu de la suite du jeu. La Constitution l'a dit, c'est lui qui l'a fait mettre dans la Constitution. Donc, ce n'est pas un débat pour nous. Le chef de l'État n'a pas... nous pensons qu'il n'a aucune intention de faire des manœuvres pour revenir dans la compétition. Ça, on peut exclure ça. Voilà. Eric, c'était l'expérience du parti MPL. Je crois que nous allons continuer notre aventure pour voir si nous aurons d'autres réactions d'autres partis politiques. Il y a par exemple Moël Benin de Jacques Ayadi, RN de Claudine Afiavi Prudencio et bien d'autres partis que nous allons tenter d'avoir au cours de la journée. C'est l'attraction du moment, c'est le sujet qui retient les attentions dans nos différentes éditions. À 19h30 également, nous essaierons d'avoir encore plus de réactions et un invité, pourquoi pas, pour décrypter davantage les informations qui vont fuiter de ces différentes concertations. Parfait. Merci à vous, Franck Arnaud, et bonne suite. Et puis sur le même sujet, Alain Adiou, membre du parti Foscori pour un Bénin émergent, était également l'invité de ce lundi 22 janvier 2024 sur l'émission Actu Matin. Il a aussi donné la position de son parti sur la démarche du chef de l'État. Nous vous invitons à suivre ici un extrait des propos de Alain Adiou, membre de la Foscori pour un Bénin émergent. FCBE est opposé à toute révision non consensuelle, arbitraire pratiquement, partisane de la Constitution du Bénin. Cette position n'a pas changé. Vous demandez comment est-ce que nous avons accueilli. Officiellement, l'annonce des consultations. Officiellement, il ne s'agit pas de consultation pour aller vers une révision de la Constitution. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Nous surveillons tout ceci comme le lait sur le feu. Mais si jamais c'était cela, FCBE se fera à nouveau entendre. Et le peuple également, la société civile, parce que la Constitution telle qu'elle a été révisée en 2019 montre clairement aujourd'hui des voix s'étaient levées en son temps pour s'opposer à la chose. Et récemment encore, FCBE, après plusieurs ateliers de formation, a commencé à dénoncer à nouveau. Donc, si on allait vers une révision de la Constitution, on constatera tous et on avisera. Mais, tel que les choses se présentent aujourd'hui, heureusement que nous ne sommes plus en 2019, nous sommes en 2023.
qu'il y a au moins un parti politique qui représente l'opposition à l'Assemblée nationale, les démocrates. Ils sont 28. Ce nombre suffit pour bloquer toute velléité du chef de l'État. Vous leur faites confiance? Non. Pour le moment, je n'ai pas dit que je leur fais confiance. Mais j'ai dit, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils sont un nombre. Ils sont un nombre, 28. Avec le nombre, ceux 28, ils ont la minorité au blocage. Et c'est à l'instant M. Alain Adiou, membre de la force Cori pour un Bénin émergent. Il se prononçait également sur la démarche du chef de l'État, sur cette rencontre entre lui et puis les groupes parlementaires. Et puis nous allons également essayer de prendre l'avis d'un spécialiste des faits politiques, observateur de la vie politique, analyste politique, M. Emmanuel Arlenvi-Messan. Bonjour, si vous me recevez. Bonjour. Alors, vous suivez certainement aussi cette actualité du côté du palais de la Marina. Alors, quelle est votre appréciation de la démarche du chef de l'État d'échanger avec les groupes parlementaires? Oui, bon, il est vrai que les politiques, les acteurs politiques doivent quand même dialoguer entre eux dans l'intérêt de la nation. Mais le problème qui se pose, c'est un problème de temporalité. C'est le moment où et ce dialogue intervient. Et on n'avait pas, le chef de l'État ne nous avait pas donné l'habitude de ces rencontres-là. Et nous nous interrogeons beaucoup sur les tenants et les aboutissants. Nous ne savons pas ce qu'il veut. Est-ce que c'est de la révision? Est-ce qu'elle est opportuniste? Pourquoi ça veut se faire à la fin du mandat, etc. Nous nous interrogeons et sur beaucoup de choses, mais ce qui est sûr actuellement, c'est que les Béninois ont des problèmes quotidiens, des problèmes de survie. Il y a des gens souvent dans les rues des villes qui ne font rien, qui n'ont pas de ressources. Et ce sont des problèmes qui nous préoccupent. À l'université, nous avons des étudiants qui finissent. Nous-mêmes, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Ce sont les problèmes qui nous taraudent l'esprit, qui sont, à mon avis, un peu urgents. Mais nous allons attendre les conclusions de ces rencontres pour en savoir un peu plus. Alors pour vous, en tout cas, ce qu'on peut imaginer, on a le sujet sur le code électoral, mais aussi l'idée d'une révision. À votre avis, quelle sera la position des groupes parlementaires? Nous ne saurons le dire en tant qu'universitaires, nous ne pourrons pas lire dans l'esprit des parlementaires, mais ce qui est sûr, c'est que la Constitution prévoit bien que c'est 2 mandats et que nous avons même fait des écrits pour dire que la position présidentielle ne doit pas changer, que souvent c'est le changement de cette position présidentielle à la fin des mandats qui crée les crises constitutionnelles et qu'il aurait fallu, est-ce qu'on ne peut pas attendre la fin des élections pour voir dans quelle mesure il faut faire la révision, puisque le même problème s'était posé au président Yahya Boni, et finalement, après des hésitations et des louvoiements, il s'est finalement abstenu, et finalement, c'est après son élection que le président Talon a déjà révisé la Constitution. Mais il a déjà révisé la Constitution 2 fois. Voilà ce qu'on peut dire, mais je ne pense pas que ce soit vraiment son intention. Nous attendons de voir, nous travaillons sur les faits, nous attendons de voir vraiment les conclusions de ces rencontres-là et voir quelle orientation, ce qui sont à la conduite des États, des problèmes de l'État, sont vers quelle direction ils sont en train d'aller. Absolument. Et c'est tout ça là-bas, l'intérêt de tout le monde. Parfait. Merci à vous, Emmanuel Arlenvi-Messan. Je rappelle que vous êtes du côté de Parakou et vous êtes analyste politique. À très bientôt. Dans la suite de cette édition, l'augmentation du prix des billets d'avion au départ et à destination de Cotonou suscite la polémique au sein de l'opinion publique. Les passagers disent ne pas comprendre la logique, bien entendu, du gouvernement qui pourtant s'est engagé dans la promotion de la culture béninoise à l'international. Qu'en est-il réellement et concrètement de cette décision? Réponse dans ce reportage de Idrissou Boukari. L'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou se métamorphose pour mieux répondre aux exigences internationales. Des milliards ont été investis par le gouvernement du président Patrice Talon pour offrir du confort aux passagers et renforcer la sécurité des avions qui décollent et atterrissent sur le tarmac.
Et c'est dans le but d'amortir son investissement que le gouvernement a décidé d'augmenter les redevances aéroportuaires restées statiques depuis 12 ans. Une augmentation qui aurait eu un impact sur les prix des billets d'avion. Ce qui a été distillé dans l'opinion, c'est que, je ne sais pas si c'est les compagnies qui l'ont fait de façon malhonnête, c'est que les coûts des billets d'avion auraient augmenté pour prendre en compte les redevances, les nouvelles redevances que le gouvernement a créées. Ça, c'est faux. Pour clarifier les positions des uns et des autres et situer les responsabilités, le directeur général des transports terrestres et aériens a échangé jeudi avec les représentants des compagnies aériennes présentes au Bénin. Une séance de vérité à la faveur de laquelle les deux parties ont essayé de s'accorder sur l'application des nouvelles redevances décidées par le gouvernement. En tout cas, Rwandair n'a pas touché à ces tarifs jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais si pendant que la compagnie réfléchit à réajuster les tarifs, à voir comment aider la population, et les tasses augmentent, la compagnie ne peut que rajouter les tasses. Des comparaisons sont régulièrement faites par ailleurs entre les billets d'avion vendus à Cotonou et à Lomé au Togo. La différence, selon les représentants des compagnies aériennes, est que l'aéroport de Cotonou devient attractif et par conséquent, la course à l'achat des places est rude. En ce moment, à Lomé, il y a des promotions qui n'ont pas été lancées au départ de Cotonou. Au départ de Lomé, il y a des promotions vers Paris. C'est des promotions qui sont temporaires, comme une promotion, parce que nous avons besoin de trafic au départ de Lomé. Au départ de Cotonou, le trafic est très actif au départ de Cotonou, donc la compagnie décide de ne pas lancer de promotion. Voilà. C'est juste une stratégie qui est temporaire. Deuxième chose, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les compagnies qui le disent. Ils font du beurre sur la destination Cotonou parce que Cotonou est attractif. Et les places qu'ils mettent en vente le nombre de places qu'ils mettent en vente sont largement inférieurs à la demande. Et donc, ils mettent le prix. Ils disent qu'à contrario, à Lomé, au Togo, que le nombre de places qu'ils mettent en vente est largement supérieur à la demande. C'est pourquoi ils ont baissé les prix pour attirer de la clientèle. Le gouvernement poursuit la transformation de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. L'un des objectifs est de mieux vendre la destination Bénin. La mairie de Dongbo a organisé, bien entendu, une cérémonie de présentation des vœux pour le compteur de cette nouvelle année. Les chefs services des structures déconcentrés, les partenaires techniques et financiers, les membres du personnel et les organisations de la société civile se sont adressés les meilleurs vœux, bien entendu, une occasion festive au cours de laquelle les engagements ont été pris pour la bonne marche des activités dans la commune de Dongbo. Reportage. Le conseil communal de Dongbo a sacrifié à la tradition de présentation de vœux du Nouvel An ce jeudi 18 janvier 2024. Une rencontre importante à la fois de détente mais aussi de bilan des actions menées durant l'année 2023 et d'annonce des perspectives pour 2024. Entourés du maire, les conseillers communaux, les services déconcentrés de l'État, le secrétaire exécutif, le personnel de la mairie, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile de la commune ont une fois encore démontré la parfaite harmonie qui règne dans la gestion de la cité des Ouéménou. Voudrais-je au prime abord remercier très sincèrement tous les conseillers communaux de Dongbo qui chaque jour démontrent par leurs décisions et leurs actions leur bonne perception des différentes réformes engagées par le rayonnement, pour le rayonnement, je veux dire, de notre cité commune Dongbo, la terre hospitalière et nourricière des Ouéménou.
L'année 2023 a été témoin de nombreuses réalisations pour le rayonnement de la commune de Dongbo. Depuis le mois d'avril 2022, avec la réforme structurelle sur la décentralisation, Dongbo a reçu un nouveau souffle dans sa marche vers le progrès. On notera les grands travaux en cours de réalisation dans la commune, mais surtout la mobilisation des ressources propres. Nos ressources propres sont passées de 266 millions en 2022 pour atteindre plus de 510 millions en 2023. C'est une prouesse pour laquelle il faut féliciter et encourager tous acteurs, qu'ils soient politiques ou techniques, de la mairie ou des services déconcentrés de l'État. L'autorité communale, loin de se noyer dans une autosatisfaction, a conscience des efforts et défis qui restent à relever. L'ambition pour le maire de passer d'une commune à statut ordinaire à intermédiaire et pourquoi pas au statut particulier gouverne désormais les esprits. Et pour y arriver, la recette est toute trouvée. Mais en même temps, vous savez, nous devons nous approprier le défi de 2024. C'est d'atteindre au moins 600 millions de francs CFA. Oui, nous le pouvons. Et ensemble, en travaillant dans la saine et franche collaboration, nous y parviendrons. En retour, le maire de la commune de Dongbo a reçu les vœux du conseil communal. Par la voix du premier adjoint au maire, les conseillers communaux ont salué le leadership de l'autorité communale. Monsieur le maire de la commune de Dongbo, je voudrais vous remercier pour votre management. Je voudrais vous formuler mes vœux de robuste santé. L'occasion a été également saisie par le personnel d'exposer quelques doléances. À cette doléance, le secrétaire exécutif de la municipalité a donné une suite favorable. Vous avez évoqué quelques questions telles que les avancements. Passer dessus laisserait peut-être dans des mémoires que nous restons vous devoir des avancements. Je crois savoir qu'en 2023, tout ce qui concerne les avancements d'échelons et de grades ont été vidés. À cette cérémonie de présentation de vœux, les conseillers communaux, les services déconcentrés de l'État dans la commune de Dongbo, le personnel de la mairie, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile de la commune ont tous réitéré leur engagement pour accompagner la mairie de Dongbo vers un développement durable. Une passation de charge a été effectuée à Bomé-Calavier à la tête de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FECECAM Bénin. Clément Yatondar, directeur général de l'institution de promotion de l'épargne crédit depuis 2021, a officiellement cédé son fauteuil à Taïrou Bassabi Amadou, précédemment directeur de l'analyse et de la planification. Compte rendu. Membres de l'administration, partenaires et responsables de structures de l'écosystème de la microfinance au Bénin sont rassemblés ici dans le cadre d'un événement majeur, la passation de service entre les directeurs généraux sortants et entrants de la FECECAM Bénin. Après avoir conduit la destinée de l'institution pendant plus de 2 ans et demi, Clément Yadonta tire sa révérence. Je ne saurais oublier mes collaborateurs directs qui ont travaillé à mes côtés de mai 2021 au 31 décembre 2023, ce qui a permis d'obtenir les résultats que je peux qualifier d'appréciables en si peu de temps. À monsieur le directeur entrant, maintenant que vous avez pris la relève, je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions et vous rassure de mon entière disponibilité lorsque le besoin se fera sentir. Un vibrant hommage a été rendu à l'homme par le président du conseil d'administration et le représentant des partenaires sociaux. Je souhaite que M. Peter Clément Yadonta a eu un parcours assez riche dans ce réseau et de par ses expériences, sa rigueur, il a pu en peu de temps à la tête de l'institution
relever assez de défis. Grâce à votre esprit d'ouverture, la plupart de nos doléances ont été satisfaites. Diplômé des banques et finances au COFED à la Banque centrale, le nouveau directeur général de la FESECAM Bénin est un ancien cadre de la maison. Recruté en 1997 en qualité de comptable, il gravit progressivement les échelons pour se hisser en octobre 2021 au poste de directeur de l'analyse et de la planification, position qu'il occupe jusqu'à sa nomination. Je voudrais rappeler ici, de façon synthétique, les principaux axes de mon mandat. Il s'agit dans un premier temps d'assurer le respect des dispositions réglementaires en vigueur dans le secteur. Poursuivre la finalisation de la centralisation des bases de données et l'extension de l'épargne planifiée digitalisée dans sa version 16. Vous avez des défis de système d'information, vous avez des défis d'opérationnalisation de votre dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et j'en passe. Elle dit que nous célébrons votre entrée, mais nous vous attendons. Et mais derrière, je vous rassure, vous avez le soutien du directeur général de la NSFD pour vous aider à bien conduire votre mission. Plusieurs entractes ont marqué cette cérémonie, au nombre desquels des prestations artistiques, la diffusion d'un film sur la FESECAM Bénin et la remise de présents au directeur général sortant. L'événement s'est achevé par un buffet. Je vous l'annonçais en titre, le programme Église verte a réuni autour d'une table ronde les membres du corps diplomatique et consulaire, des représentants des organisations internationales pour la République du Bénin. Une rencontre qui s'inscrit justement dans le cadre de la mise en œuvre des ambitions et les principales actions stratégiques du programme Église verte. Voici les images. Susciter l'adhésion des partenaires aux initiatives de lutte pour la préservation de la maison commune, la terre, c'est la mission de cette rencontre d'envergure internationale. La table ronde des partenaires sur le programme Église verte sont conviés le corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales, les prêtres et les religieuses. Par le programme Église verte, l'Église Famille de Dieu qui est à Cotonou exhorte en ce jour la communauté internationale à une prise de conscience. Et de fait, face au changement climatique, il y a lieu de mener des actions urgentes pour des résultats visibles et lisibles. L'Église Famille de Dieu qui est à Cotonou appelle la communauté internationale à écrire par l'action l'histoire de la sauvegarde de notre maison commune, l'histoire de la sauvegarde de la création et l'histoire de la préservation de notre patrimoine commun et unique. L'archidiocèse de Cotonou, par ces projets, rend plus concret l'appel à l'écologie intégrale du Saint-Père, en offrant la possibilité aux communautés chrétiennes de s'engager dans la dynamique d'un nouveau style de vie. Le gouvernement béninois, à travers le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, se pose plus fermement à œuvrer aux côtés de l'Église pour l'amélioration du cadre de vie de la population béninoise. Au Bénin, les instruments juridiques et des programmes en vue de la gestion durable des ressources naturelles et de la préservation de l'environnement sont mis en place. Ces appels des icônes spirituelles internationales pour la sauvegarde de la nature, comme la lettre encyclique du pape François, témoignent de la nécessité de la prise effective de conscience de l'homme. Le programme Église verte est un programme qui prône une église au service de la création d'un environnement sain, du développement intégral de l'homme. Le cardinal réaffirme la disponibilité de l'église à faire face aux défis auxquels sont confrontées les populations et appelle à la responsabilité de tous pour la protection de l'environnement. L'église fera ce qui relève de sa mission et tâchera de se montrer exemplaire en agissant de façon cohérente avec ce qui est enseigné dans Laudato Si
et dans le cadre de la synergie, l'Église facilitera ainsi la tâche à l'État qui a en fin de compte la responsabilité de la gestion. La durabilité d'un tel projet requiert la mobilisation et l'appropriation par la population s'avère donc incontournable. Au terme de cette table ronde des partenaires, les participants encouragent l'initiative et y adhèrent avec la promesse de lui faire bénéficier de leur soutien et appui technique et financier. Avant de parler de la Coupe d'Afrique des Nations, il se souvient encore de ce drame qui a coûté la vie à plus d'une trentaine de personnes à Sémékoudji le samedi 23 septembre 2023. Pour implorer la bonté divine, les commerçants du secteur Payor ont initié une messe d'action de grâce à leur intention sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou. Voici le compte rendu. C'est une messe d'action de grâce qui mobilise ces vendeurs et revendeurs de l'essence de contrebande appelée Payor. La célébration eucharistique est à l'intention des hommes et femmes disparus lors des incendies enregistrés sur l'ensemble du territoire national en lien avec leur activité, celui de Sémékraké subvenu le 23 septembre 2023 retient encore les attentions. Il est normal pour qu'on organise une messe action de grâce pour prier et demander au Dieu Tout-Puissant de les accueillir dans sa maison. Nous allons surtout mettre l'accent sur le projet de construction d'administration parce que c'est ce qui peut réduire un tant soit peu, n'est-ce pas, le nombre d'accidents que nous constatons. Des conseils de bonne conduite, le père célébrant en a prodigué à ses commerçants venus de toutes les contrées du pays. L'instant est également marqué par la présence de certaines autorités communales, députés à l'Assemblée nationale et bien d'autres. Avec ses commerçants, il partage l'urgence de réformer le secteur pour zéro drame à l'avenir. Nous avons prié pour que Dieu les reçoive à ses côtés et que Dieu veille sur nous aussi, qui sommes encore vivants ici, pour que l'année 2024 soit vraiment une année heureuse et une année de paix pour la nation tout entière, une année de paix pour notre cher président, je veux nommer le président Athanase Baptiste Talon, qui fait beaucoup pour ce pays et que Dieu, la santé, jaillit sur lui, que Dieu lui accorde toutes les miséricordes pour qu'il puisse continuer les œuvres qu'il a entamées. Ce sont des camarades qui sont là, nous avons de la famille dedans, nous avons des amis dedans, nous y avons même des élus dedans. Donc, mais ce n'est pas la raison politique qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est la raison humaine, l'utilité à la communauté qui est mue par la culture que j'ai de la religion, la culture que j'ai de la foi chrétienne et la valeur que je donne à l'être humain. Par la voix de Henri Assoba, président des vendeurs et revendeurs de Payor, ces commerçants se montrent disponibles à toujours accompagner le chef de l'État dans toutes ses actions qui concourent à l'assainissement de leur secteur. Ils approuvent l'avènement des ministrations qui déjà font leur preuve aux abords des voies. Sport pour finir à présent, la Coupe d'Afrique des Nations aborde ce lundi sa troisième journée de la phase des poules. Mais à l'issue des deuxième match disputé, seul le Sénégal et le Cap Vert sont déjà qualifiés pour les dernières explications de cette deuxième journée. La Zambie et la Tanzanie. Les passagers disent ne pas comprendre la logique du gouvernement. C'est au sujet de l'augmentation du prix des billets d'avion au départ et à destination de Cotonou. Eh bien, Tanguy, vous l'avez dit, cela suscite assez de polémiques. Les Chipolo de la Zambie ont empoché leur deuxième poule du tournoi face au Taifa Stars de la Tanzanie pour leur deuxième sortie. Alors qu'ils étaient réduits à 10, les Zambiens ont pu revenir au score avant la fin de la seconde période, après avoir concédé l'ouverture du score au cours du premier acte. Score à l'arrivée, 1 but partout.
Avec ce résultat, la Zambie se positionne à la 3e place du groupe F, derrière la République démocratique du Congo. Le Maroc, qui a été contraint au partage de points un peu plus tôt, se positionne en tête du groupe avec 4 points. La dernière affiche de la journée a opposé l'Afrique du Sud, défaite d'entrée par le Mali à la Namibie tombée de la Tunisie. Les Bafana renaissent de leur cendre pour malmener les Brave Warriors par un score sans appel de 4-0. Une victoire qui permet à l'Afrique du Sud de se positionner à la 2e place du groupe E devant la Namibie qui comptabilise aussi 3 points. Le Mali reste leader du groupe avec 4 points. Et pour les rencontres de ce lundi, 4 différentes affiches sont à suivre. À 18h, béninoise, la Côte d'Ivoire affronte la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau défie le Nigeria. Les 2 dernières rencontres de ce lundi vont opposer le Mozambique au Ghana, puis le Cap-Vert à l'Égypte. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.